Qu'est-ce que nous allons voir au niveau de notre cours de microéconomie? Comme vous voyez certainement, le cours de microéconomie comporte 5 chapitres avec une introduction générale. Donc, l'introduction générale, c'est une introduction qui va introduire quelques notions qui sont en relation avec l'économie d'une manière générale. Pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas passé par un cours de microéconomie ou bien un cours de notions en relation avec l'économie. Et puis, nous allons commencer au vif du sujet à partir du premier chapitre. Et déjà, le premier chapitre est actuellement à votre disposition. Vous pouvez le consulter. Au niveau de ce premier chapitre, on s'intéresse premièrement à la théorie de la demande. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la théorie de la demande, la théorie de l'offre aussi, et puis l'équilibre du marché. Il y a 3 parties au niveau de ce chapitre. Les 2 premières parties de cours vont être, on va leur réserver une semaine, c'est-à-dire cette semaine-là, et la semaine prochaine qui n'est pas réservée au cours de microéconomie. Donc, vous avez suffisamment de temps pour comprendre les notions en relation avec le premier chapitre. Vous allez avoir aussi déjà, vous l'avez certainement déjà constaté, qu'il y a une première série qui est déjà disponible au niveau de cette partie-là. Le deuxième chapitre, qui est le chapitre le comportement du consommateur, c'est un chapitre qui comporte 3 parties aussi. Et nous allons voir comment le consommateur détermine sa notion d'utilité, comment il calcule réellement sa satisfaction et comment nous allons déterminer bien sûr la contrainte budgétaire du consommateur. Nous allons réserver 2 semaines à cette partie qui est très importante pour la suite du cours parce que nous allons nous baser sur cette partie-là pour comprendre la fonction de demande, où nous allons réserver aussi 2 semaines qui va nous servir à comprendre l'équilibre du consommateur, l'équilibre aussi, les équilibres particuliers, si on aura le temps bien sûr, la courbe de consommation-revenu, la courbe d'Engel et les élasticités prix et la courbe de consommation-prix. Puis, certainement, vous avez constaté que vous avez ici un DS. Donc, le DS va partager notre programme en 2 parties. Une partie qui concerne le consommateur et une partie qui concerne le producteur. Donc, toute la première partie, c'est-à-dire celle-là, concerne le consommateur. L'autre partie concerne le producteur. Donc, cette partie-là concerne le producteur, où nous allons nous intéresser à la fonction de production à court terme et à long terme. Il y aura certainement une semaine pour le chapitre 4, qui est la première partie du producteur, et une deuxième semaine qui sera réservée au raisonnement à long terme, donc pour le comportement du producteur. Donc ça, d'une manière générale, par rapport au programme de microéconomie. Maintenant, les supports de cours que vous allez retrouver, vous allez trouver certainement, vous avez constaté qu'il y a 2 versions au niveau du cours. Une version HTML, c'est-à-dire sous forme d'une navigation, où vous pouvez trouver quelques vidéos. Et vous avez une version PDF qui est téléchargeable, que vous pouvez la consulter. Le cours se base principalement et exclusivement sur vidéos, qui sont actuellement en nombre de 57 vidéos, je pense, qui sont dédiées à la compréhension des différentes parties du cours. Donc, je vous invite à les consulter parce que réellement, ça vous permet d'expliquer, de comprendre les parties du cours. Il y aura aussi des exercices corrigés. Au fur et à mesure, je vais vous donner des exercices qui sont corrigés pour que vous puissiez, bien sûr, comprendre le fonctionnement. Il y aura des séries de TD. On fera au maximum 3 séries ou bien 4 en fonction de notre avancement. Toutes les séries de TD, vous êtes redevable de rendre toutes les séries de TD. Mais on ne va pas corriger la totalité, c'est-à-dire on ne va pas noter la totalité des séries. Je vais choisir au hasard une des séries et je vais la noter.
Voilà, là aussi, je vais vous parler des forums. Pour les forums, qu'est-ce que c'est un forum? C'est un lieu de discussion entre nous deux, entre nous, bien sûr, moi en tant qu'enseignant et vous en tant qu'étudiant. Ça va permettre de déposer les questions. Et je vous invite vivement à poser des questions. Et cette année, je vais faire une première expérience au niveau de ce cours de microéconomie. L'expérience est la suivante. Ceux qui déposent une bonne question auront une note et ceux qui répondent à la bonne question auront aussi une note. C'est-à-dire, j'explique, si par exemple un de vous pose une question, je ne vais pas répondre directement, je vais vous laisser 48 heures pour que vous puissiez répondre à la question. Ceux qui répondent convenablement, le premier qui répond convenablement et d'une manière structurée aura une note. Donc comme ça vous permet de gagner plus de points pour le cours de microéconomie. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ce point-là. Allô? Clair, clair. Oui. Parfait. Donc là, c'est pour la structure du cours. Donc là aussi, déjà vous avez, au niveau de la présentation du cours, vous avez une vidéo qui synthétise ou bien qui résume ce que j'ai fait maintenant. L'espèce de cours, juste, je vais le parcourir rapidement pour vous donner une idée sur ce que vous pouvez trouver. Donc, jusqu'à présent, tous les contenus sont à votre disposition. Juste, vous allez retrouver par la suite un autre lien comme celui-là. Donc, vous voyez ici enregistrement des séances de l'année 2023. Vous allez trouver aussi un autre lien qui va apparaître dès demain, où vous allez trouver enregistrement des séances synchrones de l'année 2023, c'est-à-dire de cette année-là. Les enregistrements vont apparaître au niveau de cet emplacement-là. Vous avez certainement constaté qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a aussi des ressources comme ce type où j'indique des vidéos entre parenthèses et puis une thématique. Donc là, ce sont exclusivement des vidéos qui expliquent ce qu'on fait au niveau du cours. Donc je comprends que parfois c'est difficile, mais c'est pour cette raison que j'ai développé ces vidéos qui sont à votre disposition, qui vont vous permettre bien sûr de voir le cours selon une autre vision. Il y aura des séries de TD, bien sûr, mais ce qui est important aussi, on va trouver des annexes. Donc les annexes qui sont actuellement cachées. Au niveau de ces annexes, vous aurez droit à plusieurs résumés de cours qui sont déjà, je vais simplement les activer au moment opportun. Mais vous avez aussi la correction des séries des années antérieures et vous avez aussi la correction des examens. Donc les examens, tous les examens qu'on a passés à l'EVT ou ailleurs, donc sont déjà corrigés et sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez à tout moment les consulter, bien sûr, en fonction de la disponibilité, en fonction de l'avancement du cours. Donc là, voilà, bien sûr, la présentation d'une manière générale par rapport au cours. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions ou non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'à présent? Non, monsieur. Oui, madame. Tfaddal. Non, pas Rania, de questions. Non, pas de questions? questions. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, non, monsieur, pour l'instant. Ceux qui n'arrivent pas à parler peuvent évidemment poster un message sur la discussion publique. Non, pas de questions. Bien, parfait. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais en quelque sorte avancer quelques points par rapport aux séances synchrones. Donc, les séances synchrones qui sont là ne sont pas des séances où je vais présenter le cours. Donc, le cours est à votre disposition.
en version HTML, en version PDF et en capsule vidéo. Donc, vous pouvez carrément, tout le cours est presque enregistré en vidéo. Donc, les séances synchrones seront réservées pour répondre aux questions, pour interagir avec vous par rapport au contenu, si vous avez bien sûr des questions. Mais je vais réserver chaque séance pour la présentation d'un exercice ou bien d'une activité quelconque où je vais corriger devant vous pour interagir avec vous sur sur un exercice d'une manière générale. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Quelles sont les hypothèses de la concurrence pluriparfaite? Qui peut me donner les hypothèses de la concurrence pluriparfaite? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur peut commencer par l'atomicité, je crois. Oui, l'atomicité, ça veut dire quoi l'atomicité, Salwa? Vous pouvez expliquer? Ça veut dire que le marché il est composé d'un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Oui. Et alors, la conséquence? Quelle est la conséquence de ce grand nombre d'acheteurs et de vendeurs? C'est que le consommateur peut choisir que n'importe quelle quantité il peut acheter et l'offre, plutôt le vendeur peut aussi choisir la quantité qu'il peut divulguer sur le marché. Mhm. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur cette définition ou bien sur cette interprétation? Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette explication avancée par votre collègue? Hmm? Euh, Est-ce Oui. que je peux ajouter juste un point? C'est que tous les vendeurs aussi auront une opportunité égale pour Mhm. exposer leurs produits aux consommateurs en Oui. contrepartie. Oui. D'accord. Non, réellement, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que normalement, lorsqu'on parle de l'hypothèse de l'atomicité, l'hypothèse de l'atomicité, c'est vrai qu'elle signifie qu'il y a un grand nombre d'offreurs et un grand nombre de demandeurs, mais la conséquence, c'est que aucun des offreurs ou des demandeurs n'a la possibilité de modifier le prix du marché ou de changer carrément la quantité sur le marché. Donc, je prends l'exemple, disons, d'un bien quelconque, l'exemple des bouteilles d'eau. Si un marché ou bien un producteur ne produit pas une quantité d'eau, le prix d'eau ne change pas, non plus la quantité offerte sur le marché. De même pour les consommateurs, si un des consommateurs ne consomme pas une quantité de bouteilles d'eau, cela ne va ni affecter le prix du marché, ni la quantité échangée sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'atomicité. Les autres hypothèses qui peuvent avancer la deuxième hypothèse, oui, la deuxième hypothèse, oui, qui peut me donner la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, les produits sont identiques, homogènes. Oui, ça veut dire quoi? C'est les produits identiques. كيف كيف يعني كلهم كيف كيف les produits ما فماش حاجة تتبدل فيهم. Mhm. Donc la conséquence, quelle est la conséquence? Il n'y a pas bas de prix, فماش bas de prix معناها السوق ما يتيحش. Mhm. Oui, quoi d'autre? C'est Quoi le d'autre? prix qui fera la différence pour l'acheteur. Voilà, c'est très bien. Étant donné que les produits sont identiques, si les produits sont identiques, dans ce cas,
les consommateurs sont indifférents s'ils achètent d'un producteur X ou bien d'un producteur Y. On est indifférent. Donc, le seul déterminant de la fonction de demande ou bien de l'action de demande, c'est le prix. On est d'accord? Donc, ça, c'est la conséquence de la deuxième hypothèse. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour les autres, plutôt la troisième hypothèse? Laquelle la troisième hypothèse? Oui. Qui peut me donner la troisième hypothèse? La fluidité, C'est-à-dire? c'est-à-dire Oui, que les entreprises euh, capables d'entrer et de sortir librement dans le marché. c'est très bien. C'est très bien. La quatrième hypothèse, ou la cinquième hypothèse plutôt, la cinquième, Quatrième plutôt, monsieur. Il y a la transparence. la transparence, oui. Là, on a oublié la transparence, c'est très bien. Oui, ça veut dire quoi, Rania, la transparence? C'est que peu importe l'acheteur ou bien le vendeur, ils doivent avoir accès à une information parfaite et gratuite. Absolument. Ça veut dire que l'information est disponible à tout le monde, elle est gratuite, elle est parfaite. Ça veut dire quoi? Elle est gratuite. On ne paye pas pour avoir une information. On connaît tous le prix du pain. Elle est parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'accès à l'information. Donc, à tout moment, on peut avoir l'information d'une manière gratuite. La dernière hypothèse, quelle est la dernière hypothèse? Oui, La mobilité des facteurs de production. la mobilité des facteurs de production. Ça veut dire quoi, la mobilité des facteurs de production? Oui, qui peut expliquer la mobilité des facteurs de production? Il n'y a pas de restriction, ils peuvent changer de marché à un autre ou d'une société, Mhm. plutôt une entreprise à une autre. Oui. Donc, en fait, ça veut dire quoi la liberté des facteurs de production? Étant donné que les produits sont identiques, n'importe quelle force ouvrière ou bien n'importe quel individu qui travaille dans une entreprise peut changer d'une entreprise à une autre, étant donné que le produit est identique. Donc, il y aura parfaite mobilité des facteurs de production. Donc, c'est ce qu'on appelle la mobilité des facteurs de production. Donc, globalement, les cinq hypothèses de la concurrence pure et parfaite, premièrement l'atomicité, deuxièmement l'homogénéité, troisièmement la liberté ou bien la transparence plutôt d'information, la liberté d'accès aux entreprises, et puis dernièrement la mobilité des facteurs de production. Donc un marché est défini ou bien est dit un marché de concurrence pure et parfaite s'il répond convenablement à ces cinq hypothèses. Voilà donc globalement ce qu'il faut retenir par rapport à ces cinq hypothèses. Je vais maintenant me concentrer sur la correction ou bien sur un exemple qu'on peut faire ensemble, un exemple d'exercice qui va nous permettre de comprendre réellement comment on résout les exercices de microéconomie. Je vais prendre un exemple. Vous recevez l'écran, bien sûr, hein. Est-ce que vous recevez l'écran? Allô? Oui, Oui. Donc, je vais prendre la fonction suivante. Donc, vous avez par exemple la fonction QD qu'on va représenter Q petit d qui est égal à 150 moins 3P avec le prix qui est inférieur ou égal à 50. Donc là, on va représenter, ou bien nous allons considérer comme ça, c'est une fonction réellement de demande individuelle. Comment on reconnaît la demande individuelle? Si on a une quantité Q indice D, avec Q, une petite Q, non pas un grand Q. Vous avez par la suite le prix qui représente le prix d'un bien quelconque. Donc la fonction de demande, vous voyez, cette fonction de demande est une fonction du prix
et que cette fonction du prix est une fonction qui dépend réellement d'un prix P. Donc, on va avoir 150 moins 3P. Si je dérive cette fonction, c'est-à-dire si je dérive QD par rapport à P, je vais trouver qu'elle est égale à moins 3. Donc, on va trouver qu'elle est inférieure à 0. Donc, ceci montre bien la loi de la demande et que cette fonction vérifie bien la loi de la demande. Donc, je vais prendre une première question. Donc, on va essayer de tracer ensemble cette fonction de demande. Si je vais tracer cette fonction de demande, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 2 points. Donc, je vais considérer, par exemple, si QD égale à 0. Je vais considérer, par exemple, la première condition, si QD est égal à 0. Je vais trouver que 150 moins 3P égale à 0. Ceci me permet de déterminer ce qu'on appelle un prix P bar, que nous allons définir comme étant le prix de réservation, qui est égal à 150 divisé par 3, ça fait 50. Donc P bar ici représente ce qu'on appelle le prix de réservation. Par définition, le prix de réservation, qu'est-ce que c'est? C'est le prix le plus élevé qui permet de déterminer la quantité que peut acheter un consommateur. C'est un prix au-delà duquel le consommateur ne demande plus. C'est-à-dire, si par exemple le prix est supérieur à 50, la quantité demandée est égale à 0. Si le prix est inférieur à 50, le consommateur commence à demander. Donc là, je vais définir par exemple le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée 50. Donc ça, c'est un premier point. Je vais considérer la deuxième situation. Par exemple, si P est égal à 0, à ce moment-là, je vais remplacer au niveau de la fonction de demande. Je vais trouver QD qui est égal à 150 moins 3 fois 0. Ça va me donner 150. Et donc, je vais définir un point B d'abscisse 150 et d'ordonnée 0. Graphiquement, je peux à ce moment-là représenter notre fonction de demande en mettant 2 points. Donc là, je vais mettre les quantités QD et là, je vais mettre le prix. Donc le premier point est déterminé, le point A est déterminé pour une quantité égale à 0 et un prix égal à 50. Supposons que à ce niveau-là, je vais mettre le prix est égal à 50. Donc j'aurai le point A qui est à ce niveau-là. Pour le point B, est représenté pour une quantité qui est égale à 150 et un prix qui est égal à 0. Donc, supposons que là, j'ai 50, 100 et puis 150. Donc, ce point-là représente le point. Par 2 points passe une seule droite qui est la suivante. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la fonction de demande QD qui est égale à 150 moins 3P. Il faut faire attention, il ne faut pas dépasser les quantités, il ne faut pas dépasser plutôt l'axe des prix et l'axe des quantités parce qu'au-delà de ces deux axes, la fonction n'est plus demandée. Est-ce que c'est clair par rapport à cette fonction de demande? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. Bien. Donc, je vais maintenant considérer une deuxième question, qui est la question suivante. Par exemple, on va considérer qu'on a n consommateurs qui sont identiques. Donc, supposons que j'ai n consommateurs identiques avec n est égal à 100. Donc, je vais avoir 100 consommateurs. Je vais essayer de déterminer la fonction de demande globale. Comment on détermine la fonction de demande globale? Étant donné que les consommateurs identiques, je vais avoir la quantité globalement demandée QD est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de QDI. Donc QDI, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la fonction de demande. Donc du coup, je vais avoir la somme de i allant de 1 jusqu'à 100 de 150 moins 3P. Donc là, étant donné que les fonctions sont identiques, je vais définir, ou bien je vais directement multiplier plutôt 100 par 150
moins 3P. Donc, j'aurai QD, la quantité globalement demandée, elle est égale à 150 multiplié par 100, ça fait, donc ça fait 15 000 moins 300P. Donc, voici la fonction de demande qui est définie, bien sûr, pour un prix inférieur ou égal à 50. Donc là, c'est la fonction de demande globale. Est-ce que c'est clair pour la fonction de demande globale? Allô? Oui. Bien. Je vais prendre quand même une deuxième fonction de demande individuelle pour bien expliquer encore. Je vais considérer par exemple au niveau de la troisième question une deuxième catégorie de consommateurs avec une quantité de demande QD2 qui est égale à moins 5P plus 200. Donc voici une nouvelle fonction de demande avec un prix qui est inférieur ou égal à 40. On va considérer qu'on a n consommateurs qui sont égales à 20. La question, c'est de déterminer l'offre globale de cette catégorie de consommateurs. Comment on fait? Donc, on va considérer donc grand QD 2 qui est égal à la somme allant de 1 jusqu'à n égale à 20 de QDI. Je vais donc, étant donné que j'ai une fonction de demande ou bien la demande est identique, je vais multiplier directement, donc 20, multiplié par la valeur de la fonction, donc moins 5P plus 200, et donc je vais me retrouver avec moins 100P plus, donc je vais avoir plus 4000. Donc là, c'est la fonction de demande d'une manière, la fonction, bien sûr, qu'on a calculée pour notre fonction de demande globale de deuxième type. On va passer maintenant à une quatrième question. Au niveau de la quatrième question, nous allons voir si on a une fonction de demande globale du marché. Nous allons supposer que notre marché est composé par les deux types de consommateurs. Le premier type de consommateurs vont consommer la fonction initialement calculée, c'est-à-dire QD qui est égal à 1500 moins 300P. Donc, je vais avoir là, par exemple, QD1 qui est égal à 1500, plutôt 15 000 moins 300P. Donc, ça, c'est la première fonction, ou bien la première catégorie de consommateurs. La deuxième catégorie de consommateurs, c'est QD2 qui est égal à moins 100P plus 4000. Donc là, vous avez deux fonctions de demande. Donc, pour ces deux fonctions de demande, comment nous allons calculer l'offre globale? Donc, il faut savoir que notre offre globale du marché, qui est égale à grand Q, est égale Q1, QD1 plus QD2. Comment je vais calculer ces deux fonctions? C'est très simple. Initialement, nous devons calculer le prix de réservation de chaque fonction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le prix de réservation? On a déjà défini le prix de réservation. Donc, la réservation, c'est le prix le plus élevé au-delà duquel la quantité demandée devient égale à 0. Donc, nous allons calculer le prix de réservation pour la quantité D1 et nous allons calculer aussi le prix de réservation pour la quantité Q2. Donc, pour Q1, comment nous allons faire? Nous allons supposer qu'on a un prix de réservation P1 bar est défini tel que QD1 égale à 0. Dans ce cas, si QD1 est égal à 0, je vais avoir 15 000 moins 300, P égale à 0. Donc, je peux définir P1 bar qui est égal à 15 000 sur 300. Donc, je simplifie par les zéros, je vais trouver que P bar 1 est égal à 50. Donc, le prix de réservation, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que si
le prix du marché est strictement plutôt supérieur ou égal à 50, qui est le prix de réservation, je vais avoir une quantité globalement demandée QD1 égale à 0. Pourquoi? Parce que, économiquement parlant, je ai des quantités demandées qui sont inférieures à 0. Et si je remplace, par exemple, un prix qui est égal à 60 au niveau de notre fonction de demande, je vais trouver 15 000 moins 300 fois 60, ça fait 15 000 moins 18 000. Donc, je vais trouver moins 3 000, qui est impossible de trouver une quantité qui est inférieure à 0. Donc, notre prix de réservation annule la demande. Donc, au-delà de ce prix-là, la quantité demandée devient égale à 0. Maintenant, si le prix est inférieur, donc si le prix de marché est strictement inférieur à 50, la fonction de demande QD1 devient égale à 15 000, donc elle garde la même forme, 15 000 moins P. Donc là, c'est ce qu'on veut essayer de faire par la suite. On va essayer de faire la même chose pour la fonction de demande QD2. Donc du coup, on va passer pour QD2. Pour la fonction QD2, nous allons se rappeler de cette fonction. C'est la fonction qui est définie telle que G moins 100P plus 4000. Donc, je vais avoir cette fonction. On va essayer toujours de définir le prix de réservation pour cette fonction. Nous allons définir P bar 2 qui est défini tel que QD2 égale à 0. Donc à ce moment-là, je vais trouver moins 100P plus 4000 égale à 0. Ceci me permet de déterminer que P bar 2 égale à 4000 sur 100. Donc ça fait 40. Donc du coup, je définis ce qu'on appelle le prix de réservation 2. Et donc du coup, je vais avoir si P bar 2, si plutôt P bar 2, le prix affiché par le prix de réservation est inférieur au prix du marché. C'est-à-dire si je vais avoir par exemple un prix du marché qui est strictement supérieur ou égal au prix de réservation, donc du coup je vais trouver la quantité QD2 égale à 0. Par contre, si le prix du marché est strictement inférieur à P bar 2, à ce moment-là, QD2 égale à la fonction, c'est-à-dire moins 100P plus 4000. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Allô? Oui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui ou non? Les autres? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est clair. Monsieur, أنا عندي question. Oui. La loi de demande نفيريفيوها كان بالديريفي. Absolument. Mathématiquement parlant, si on veut vérifier la loi de la demande, il faut passer par la dérivée. On dérive la fonction de demande. Si la fonction de demande, si la dérivée de la fonction de demande est inférieure à 0, à ce moment-là, nous allons conclure que la loi de la demande est vérifiée. Si ce n'est pas le cas, la loi de la demande n'est pas vérifiée. Mais généralement, pour les fonctions de demande, pour les biens ordinaires, on va trouver que la fonction de demande, plutôt la loi de la demande, est toujours vérifiée. D'accord. C'est clair? Oui, merci. Les autres, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Bien. Donc, je vais poursuivre quand même la présentation. Donc, on a déterminé les deux prix de réservation et les intervalles de consommation. On va essayer de synthétiser tout ça sur une droite dans laquelle nous allons mettre les différents prix. Donc là, vous avez le prix 0.
On a trouvé pour la première fonction de demande un prix de réservation qui est égal à 50 et le deuxième prix était de 40. Donc, supposons que là, j'ai un prix qui est égal à 40 et un prix qui est égal à 50. On va essayer de voir ça. Donc, je vais faire des intervalles. Donc là, vous avez les différents intervalles. Pour la première fonction de demande QD1, elle est définie pour un prix qui est inférieur à soit 50. Donc, on va vérifier ça ensemble. Vous voyez que pour le prix qui est supérieur à 50, supérieur ou égal à 50, la quantité demandée est égale à 0. Nous allons reporter ça au niveau de notre tableau. On va trouver ici 0. Au-delà de 50, la quantité globalement demandée est égale à 0. De l'autre côté, on va trouver que on a QD1 est égal à 15 000 moins 300. Donc là, je vais trouver QD est égal à 15 000 moins 300P. De l'autre côté aussi, ça fait 15 000 moins 300P. Donc ça, c'est pour la fonction de demande D1. Pour la fonction de demande QD2, elle s'annule pour un prix qui est égal à 40. Au-delà de 40, la quantité globalement demandée est égale à 0. Donc j'aurai ici 0 et pour l'intervalle 50 et plus, j'aurai aussi 0. Elle est égale à la fonction de demande, c'est égal à moins 100P plus 4000 au niveau de cet intervalle. Donc du coup, on va déterminer la fonction globalement demandée par une sommation verticale. Donc je vais avoir grand Q qui est égal à QD1 plus QD2. Et à ce moment-là, je vais faire 15 000 moins 300P plus moins 100P plus 4000. Donc je vais sommer 15 000 plus 4000, ça fait 19 000 moins 400P. Donc ça, c'est la fonction de demande globale pour les deux intervalles, plutôt pour les deux fonctions. De l'autre côté, je vais avoir 15 000 moins 300P. Et ce qui reste là, ça fait 0. D'où notre fonction de demande devient une fonction par intervalle qui est définie telle que pour un prix qui est entre 0 et 40, je vais avoir 19 000 moins 400P si le prix est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 40. Pour un prix qui est entre 40 et 50, je vais avoir 15 000 moins 300P si le prix est strictement inférieur à 50, supérieur ou égal à 40, égal à 0, sinon. C'est-à-dire, pour l'intervalle de 50 et plus, la fonction globalement demandée, elle est égale à 0 et elle n'est pas définie, bien sûr, pour l'intervalle de prix qui est inférieur à 0. Voilà, donc on a déterminé la fonction de demande globale pour deux fonctions de demande individuelle qui sont différentes, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non, monsieur. Les autres? Bon. Oui. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, je peux avancer? Oui. Bien. Je vais considérer une autre question. Je pense que c'est la question 4. Au niveau de la question 4, on va considérer une fonction d'offre. Supposons que j'ai la fonction d'offre QO, on va la représenter par QO, qui est égale, par exemple, à 30P moins, ou bien, disons, plus 300. Donc, voici la fonction de demande, plutôt la fonction d'offre de notre entreprise.
ou bien je vais représenter, je vais prendre par exemple la fonction moins 1, donc 300, plutôt 30p moins 300 Allez. Donc on va déterminer pour la fonction d'offre globale pour un marché qui comporte par exemple 50 entreprises. Donc pour déterminer la fonction d'offre globale, donc QO est définie telle que j'ai la somme de i allant de 1 jusqu'à n égale à 50. Donc, étant donné que j'ai les offres qui sont identiques, je vais faire donc fois QOI, elle est égale à 50 multiplié par 30p moins 300. Donc, je vais trouver que c'est égal à 1500p moins 15 000, moins 15 000. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction d'offre globale. Donc, pour l'équilibre du marché, si je veux calculer l'équilibre du marché, donc l'équilibre du marché, il est égal à quoi? Il est égal à la quantité globalement offerte qui est égale à la quantité globalement demandée. Une fois que j'ai cet équilibre-là, je peux déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc ça, c'est pour l'exemple. Au niveau de notre fonction, il faut faire un calcul, il faut faire des calculs par intervalle. Donc, il faut commencer par les différents intervalles pour déterminer, bien sûr, la fonction ou bien l'équilibre du marché. Donc, vous avez cette fonction-là qui est par intervalle et vous avez une seule fonction qui est là. Donc, comment on fait? On va commencer par égaliser cette fonction aux différents intervalles. Donc, je vous rappelle que la fonction globalement offerte, on va la reproduire devant nous. Ça fait 19 000 en 100. L'autre fonction, elle est de 15 000 moins 300. Et puis, j'ai 0. Bien sûr, vous avez les intervalles. Vous avez un prix qui est compris entre 0 et 40. Et un prix qui est compris entre 40 et 50. Donc, pour faire l'équilibre, on va commencer intervalle par intervalle. Je vais commencer par le premier intervalle. Je vais mettre par exemple 19 000 moins 400p qui est égal à 1500p moins 15 000. Donc, à ce moment-là, on va essayer de faire les sommations. Donc, on a 19 000 et 15 000. Je vais regrouper les termes ensemble. Je vais trouver 15 000 plus 19 000, ça fait combien? Donc, je vais trouver combien? Ça donne combien 15 000 plus 19 000? 34. 30. Donc, j'ai 34 000 qui est égal à 400. Je vais regrouper de l'autre côté. Je vais trouver 1500 plus 400p. OK? Donc, ça fait 1900p. Et donc, du coup, je vais trouver un prix qui est égal à 34 000 divisé par 1900. Faites les calculs, s'il vous plaît. Donc, vous allez trouver donc 340 sur 19, ça donne combien? 340 sur 19, ça donne combien? 17,89. Ça fait 17,89. OK? Donc, ça, c'est le prix. On constate que 17,89, est-ce qu'elle appartient à l'intervalle? Donc, n'oublions pas qu'on a l'intervalle 0,40. Donc, on constate que P qui est égal à 17,89 appartient bel et bien au prix, ou bien à l'intervalle plutôt 0 exclu 40. Donc là, si le prix d'équilibre appartient à l'intervalle qu'on est en train de rechercher,
À ce moment-là, nous allons dire que ça, c'est un prix d'équilibre. Si on a le prix d'équilibre, nous allons déterminer à ce moment-là la quantité d'équilibre en remplaçant au niveau de l'une des fonctions. Donc, on aura par exemple 1500 fois 17,89 moins 15 000. Faites les calculs, s'il vous plaît. Combien vous trouvez? 1500 fois 17,89. Combien vous trouvez? 26,835. Le tout? Non, c'est le 1500 avec le 17,89. Combien? Finalement, 11 835. 11 800? 35. 835. Donc ça, c'est la quantité d'équilibre. Donc du coup, on va trouver notre équilibre et 11 835 et un prix qui est égal à 17,89. Voilà, donc ça c'est pour la détermination de l'équilibre du marché lorsqu'on a une fonction par intervalle. Bien sûr, si vous déterminez l'équilibre au niveau du premier intervalle et vous trouvez que l'équilibre appartient bel et bien à l'intervalle souhaité, à ce moment-là, vous n'allez pas continuer les calculs parce que l'équilibre, s'il existe, il est unique. Mais si vous ne retrouvez pas l'équilibre au niveau de cet intervalle-là, vous allez passer au deuxième intervalle, puis au troisième intervalle, et ainsi de suite. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Vous me recevez, oui ou non? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Les autres? Non, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a des messages. Voilà, donc tout est clair. Bien, donc, juste pour vous rappeler, s'il vous plaît, de notre méthode. Oui, c'est Hamdi? Allô? Non, ça va, monsieur. Bien. Donc, juste pour vous rappeler, bien sûr, de notre méthode de travail, s'il vous plaît, essayez toujours de réviser le cours. Vous avez suffisamment de vidéos. Je vais réserver les séances présentielles ou bien les séances qui sont en ligne pour vous donner des exercices ou bien pour interagir ou répondre à vos questions. Voilà, donc vous avez la série à faire le plus rapidement possible. Je vais poster bien sûr l'enregistrement de la vidéo le plus rapidement possible. N'hésitez jamais à poser des questions au niveau des forums. Je vais toujours essayer de répondre. N'oublions pas, pour ceux qui posent des bonnes questions auront une note, et ceux qui répondent parfaitement aux questions auront aussi une note. Et comme ça, vous pouvez bien sûr gagner énormément de notes par rapport à l'évaluation finale. Parlant de l'évaluation finale, bien sûr que je dois vous rappeler que la matière macroéconomie, mais plutôt microéconomie, est un module qui rapporte énormément de notes pour ceux qui travaillent convenablement, mais malheureusement, ça pourrait être difficile pour ceux qui ne travaillent pas. Il s'agit simplement de refaire les exercices. Les examens n'échapperont jamais à ce qu'on est en train de faire, soit au niveau des séances synchrones ou bien au niveau du cours d'une manière générale. Généralement, tout ce qu'on fait au niveau du cours peut figurer le jour de l'examen. Voilà, donc il faut simplement travailler, vous allez facilement réussir ce module-là. Voilà. Des
Des questions d'ordre général en dehors du chapitre marché? Est-ce que vous avez des questions d'ordre général? C'est bon, pas de questions? Non, monsieur, pas de question. Bien, donc si vous n'avez pas de questions, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. J'espère que cette séance vous a servi de bien comprendre les exercices que j'ai présentés. Je posterai bien sûr les enregistrements dès que possible. Merci. Passez une très Merci. agréable soirée. Merci, monsieur, à vous de même. Merci. Merci. Bonne soirée.